Il disait qu'une grand-mère pauvre ne pouvait pas élever un enfant. 5 ans plus tard, la fille a stupéfié la nation. Bon retour et profitez de l'histoire. Dans le petit port de Marseille, où les embruns salés embrassent les façades colorées, la vie de Francine, 68 ans, bascule brutalement lorsque sa fille unique succombe à une maladie foudroyante, laissant derrière elle Doris, une fillette de 7 ans aux yeux aussi profonds que la Méditerranée. Avec seulement une maigre pension de retraite et une modeste maison héritée de son défunt mari, Francine se retrouve face au défi colossal d'élever seule sa petite fille. Ses mains ridées tremblent, tandis qu'elle serre contre elle le petit Igor secoué de sanglots. Comment pourrait-elle, à son âge et avec si peu de ressources, offrir à cet enfant l'avenir radieux qu'elle mérite? « Ma chérie, » murmure-t-elle en caressant les boucles brunes de Doris, « je te promets que nous traverserons cette épreuve ensemble. » Mais, au fond d'elle-même, la peur lui ronge le cœur. Dans son quartier populaire, les rumeurs vont déjà bon train. Une vieille femme comme elle ne pourrait jamais élever correctement une enfant. Pas avec ses articulations douloureuses, son petit appartement défraîchi et sa pension qui suffit à peine à nourrir une personne. Cette première nuit est la plus difficile. Après avoir bordé Doris, qui s'est finalement endormie d'épuisement, Francine s'assoit dans son fauteuil usé, le regard fixé sur la photo de sa fille. Les larmes coulent silencieusement sur ses joues creusées. Comment vais-je y arriver? Ma fille, chuchote-t-elle. Comment puis-je être assez forte pour elle? Dehors, la mer gronde doucement, comme un écho à sa détermination naissante. Car malgré ses doutes, une chose est certaine. Francine possède une volonté de faire. Dans ce quartier, on dit que lorsqu'elle a une idée en tête, même un Mistral déchaîné ne pourrait la faire changer d'avis. Au matin suivant, alors que les premières lueurs de l'aube caressent le port, Francine est déjà debout, préparant des navettes, ses petits pains parfumés à la fleur d'oranger que Doris adore tant. L'odeur sucrée envahit l'appartement, comme un baume apaisant sur leur cœur meurtri. Lorsque Doris émerge de sa chambre, les yeux encore gonflés de chagrin, le parfum familier lui arrache un timide sourire. Le premier depuis des jours. « Mamie, est-ce que maman va revenir ?» demande soudain la petite fille en mordant dans la pâtisserie encore tiède. Francine sent son cœur se serrer douloureusement. Elle s'agenouille face à sa petite fille, ignorant la protestation de ses articulations. « Non, ma chérie, maman est partie pour un très long voyage, là où on ne revient pas. Mais tu sais quoi? Elle nous regarde de là-haut, et elle sera toujours dans nos cœurs. Et moi, je serai toujours là pour toi. » Les jours suivants s'écoulent dans une brume de formalités administratives, épuisantes, et de routines à établir. Francine doit inscrire Doris dans une nouvelle école, plus proche de chez elle. Elle doit faire face au regard sceptique des assistantes sociales qui évaluent sa capacité à s'occuper d'une enfant. Mais plus que tout, elle doit aider Doris à traverser son chagrin, tout en faisant face au sien. Chaque soir, elle développe un rituel rassurant. Assise sur le petit balcon qui surplombe la rue animée, elles partagent une infusion de verveine et racontent leur journée. Francine tisse délicatement des histoires du passé, parlant à Doris de sa mère enfant, créant ainsi un fil invisible entre hier et aujourd'hui. Un matin particulièrement venteux, alors que Francine prépare le petit déjeuner, on frappe à la porte avec insistance. Lorsqu'elle ouvre, elle se retrouve face à un couple élégant. Gilberte et Hélène Valmont, les grands-parents paternels de Doris, qu'elle n'a rencontrés qu'une seule fois, au mariage de sa fille. Leur présence, soudaine, avec leurs manteaux coûteux et leurs expressions sévères, semble déplacée dans son humble appartement. « Nous sommes venus voir notre petite fille », annonce Gilbert d'un ton qui ne souffre aucune contestation, et discuter de son avenir. Francine les invite à entrer, le cœur battant. Ces personnes représentent tout ce qu'elle n'est pas, la richesse, l'influence, l'éducation prestigieuse. Gilbert Valmont, chirurgien renommé, et son épouse Hélène, ancienne directrice d'une maison d'édition, habitent une somptueuse villa dans les quartiers chics de Lyon. La conversation qui s'ensuit confirme ses pires craintes. « Francine, commence Hélène avec une douceur calculée,
Nous comprenons votre attachement à Doris, mais soyons réalistes. À votre âge, avec vos ressources limitées, comment pourriez-vous lui offrir l'éducation et les opportunités qu'elle mérite? Notre fils aurait voulu le meilleur pour elle. Gilberte renchérit. Nous disposons d'une grande maison, d'une chambre déjà préparée pour elle et des moyens de l'inscrire dans les meilleures écoles. Elle pourrait apprendre le piano, l'équitation, voyager pendant les vacances. Francine écoute, le cœur lourd mais la tête haute. Elle ne peut nier la logique implacable de leurs arguments. Que peut-elle offrir à Doris, à part son amour et son petit appartement aux murs écaillés? Nous proposons qu'elle vienne passer quelques jours chez nous, conclut Hélène. Pour voir si elle s'y plairait, vous pourriez venir la voir quand vous le souhaitez, bien entendu. Avant que Francine ne puisse répondre, Doris apparaît dans l'encadrement de la porte, son doudou serré contre sa poitrine. Ses grands yeux scrutent les visiteurs avec méfiance. « Doris, ma chérie !» s'exclame Hélène en ouvrant grand les bras. « Viens embrasser ta grand-mère. » La petite fille recule instinctivement, se rapprochant de Francine. Ce simple geste réchauffe le cœur de la vieille femme, mais elle sait qu'elle doit penser au bien-être de l'enfant avant ses propres désirs. Ce soir-là, après avoir expliqué à Doris qui sont ces personnes et pourquoi elles sont venues, Francine prend la décision la plus difficile de sa vie. Laisser Doris aller chez les Valmont pour un week-end, afin qu'elle puisse voir par elle-même ce qu'ils peuvent lui offrir. « Et si je ne veux pas y aller ?» demande Doris, les larmes aux yeux. « Alors tu reviendras immédiatement », répond Francine en serrant ses petites mains dans les siennes. « Je te promets que je serai toujours là pour toi, quoique, tu décides. » Le vendredi suivant, Gilberte vient chercher Doris dans sa voiture luxueuse. Francine prépare soigneusement un petit sac avec les affaires de sa petite fille, y glissant discrètement une navette à la fleur d'oranger soigneusement emballée et une photo d'elles deux souriantes. Alors que la voiture s'éloigne, emportant son trésor le plus précieux, Francine reste sur le trottoir, agitant la main longtemps après que le véhicule ait disparu au coin de la rue. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les 2 jours qui suivent sont les plus longs que Francine ait jamais vécu. Chaque bruit dans l'escalier fait bondir son cœur. Chaque sonnerie de téléphone déclenche une vague d'espoir et d'angoisse. Pour occuper son esprit tourmenté, elle entreprend de ranger les affaires personnelles de sa fille. Une tâche qu'elle avait jusqu'alors repoussée, tant la douleur était vive. Dans une boîte en bois ouvragée, au milieu de papiers divers, elle découvre un carnet à la couverture usée. En l'ouvrant, elle reconnaît immédiatement l'écriture élégante de sa fille. C'est son journal intime, commencé peu après la naissance de Doris. Les mains tremblantes, Francine tourne délicatement les pages, hésitant entre le désir de connaître les pensées de sa fille disparue et le sentiment de violer son intimité. Une entrée en particulier attire son attention, datée de quelques mois seulement, avant la tragédie. « Si quelque chose devait m'arriver, je voudrais que Doris soit élevée par maman. Pas pour l'argent ou le prestige, mais pour les valeurs qu'elle m'a transmises. La simplicité, l'honnêteté, la persévérance. Maman voit la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Elle transforme le peu qu'elle a en richesse. C'est cet héritage-là que je veux pour ma fille. » Ces mots agissent comme un baume sur l'âme meurtrie de Francine. Sa fille lui a fait confiance pour la mission la plus importante qui soit, élever son enfant. Malgré ses doutes, malgré son âge et ses moyens limités, elle a été choisie pour cette tâche. Une nouvelle détermination l'envahit. Elle ne laissera pas sa petite fille lui échapper sans se battre. Le dimanche soir, alors que le soleil commence tout juste à décliner, des coups précipités retentissent à sa porte. Lorsqu'elle ouvre, son cœur fait un bond dans sa poitrine. Doris se tient là, essoufflée, son petit sac serré contre elle, et Gilbert Valmont derrière elle, l'air contrarié. « Ta mamie !» s'écrie la petite fille en se jetant dans ses bras. « Je veux rester avec toi !» Gilberte fronce les sourcils, visiblement déçue.
Elle a insisté pour revenir plus tôt que prévu. Elle dit qu'elle ne veut pas vivre chez nous. Francine serre Doris contre elle, sentant son petit cœur battre contre le sien. Que s'est-il passé? Demande-t-elle doucement. Plus tard, après que Gilbert soit parti avec la promesse, ou plutôt la menace, de revenir discuter de la situation, Doris raconte à sa grand-mère son week-end. La grande maison froide où l'on n'a pas le droit de courir, les repas, silencieux où elle devait surveiller ses manières, l'interdiction de garder son doudou usé qui n'était pas hygiénique. Et puis, ajoute-t-elle en baissant la voix comme pour confier un secret, ils ont dit que je ne te verrais, pas souvent parce que c'était loin, je ne veux pas être loin de toi, mamie. Cette nuit-là, blottie contre sa grand-mère dans le grand lit qui sent la lavande, Doris s'endort paisiblement. Francine, elle, reste éveillée, contemplant ce petit visage confiant. Comment pourrait-elle suffire à cet enfant? Les Valmont avaient raison sur un point. Leurs ressources étaient infiniment supérieures aux siennes. Mais peut-être que l'argent n'était pas tout. Peut-être que l'amour, la stabilité et la présence valaient plus que tous les cours de piano du monde. Les jours suivants apportent leur lot de défis. L'école de quartier où Francine a inscrit Doris s'avère moins brillante que ce qu'elle espérait. Les classes sont surchargées, les professeurs débordés. Mais elle s'attelle à compenser ses lacunes en travaillant assidûment avec sa petite fille chaque soir. Ancienne institutrice avant sa retraite anticipée pour s'occuper de son mari, malade, Francine n'a rien perdu de son talent pour expliquer clairement les concepts difficiles. « Mamie, pourquoi les autres enfants ont des parents et pas moi ?» demande un jour Doris en rentrant de l'école, les yeux rougis. Francine prend une profonde inspiration. Elle savait que cette question viendrait tôt ou tard, mais y être, préparée, ne la rend pas plus facile à affronter. Tu as eu des parents qui t'aimaient très fort, ma chérie. Ton papa est parti quand tu étais toute petite, et maintenant ta maman aussi. C'est très injuste, et c'est normal d'être triste et en colère. Mais tu n'es pas seule, tu m'as moi, et je t'aimerai toujours, 2 fois plus fort pour compenser. Doris réfléchit un moment, son front plissé par la concentration. Et les grands-parents de Lyon? Ils sont aussi ma famille? Oui, ils sont la famille de ton papa, et ils t'aiment aussi, à leur façon. Mais ils ne sont pas comme toi. Toi, tu me fais des câlins et des gâteaux. Eux, ils me donnent des cadeaux, mais ils ne jouent jamais avec moi. Cette simple observation enfantine résume parfaitement la différence fondamentale entre leurs approches de l'éducation. Francine offre à Doris du temps, de l'attention, de la tendresse, des ressources qui ne coûtent rien mais valent infiniment plus que les jouets coûteux et les vêtements de marque que les Valmont envoient régulièrement. L'automne s'installe sur Marseille, apportant avec lui les premières pluies. Une nuit particulièrement orageuse, Francine est réveillée par un bruit inquiétant. Des gouttes d'eau tombent régulièrement du plafond de la cuisine, formant déjà une petite flaque sur le carrelage. Le toit fuit et les réparations vont coûter cher, trop cher pour son budget déjà serré. Au même moment, l'école demande une contribution pour les fournitures scolaires et une sortie éducative. Francine fait ses comptes. Encore et encore, mais le résultat reste le même. Elle ne peut pas tout payer. Elle doit choisir entre réparer le toit et offrir à Doris les fournitures dont elle a besoin. Après une nuit d'insomnie, elle prend une décision déchirante. Dans une boîte cachée au fond de son armoire se trouve son trésor le plus précieux, l'alliance que son mari lui a offerte il y a près de 50 ans. En la vendant, elle pourrait couvrir à la fois les réparations et les frais scolaires. Avec un soupir tremblant, elle referme ses doigts sur l'anneau doré, sentant pour la dernière fois sa chaleur rassurante. « C'est pour Doris », murmure-t-elle comme pour se donner du courage. Il aurait compris. Le lendemain, elle confie Doris à sa voisine pour quelques heures et se rend chez un bijoutier du centre-ville. Quand elle revient, son doigt est nu, mais son porte-monnaie est plein. À Doris, qui remarque l'absence de l'alliance, elle raconte une demi-vérité. Elle a fait quelques pâtisseries supplémentaires pour des voisins pendant que la petite dormait, afin de gagner un peu d'argent. La réparation du toit est rapidement organisée,
et Doris peut participer à sa sortie scolaire au Muséum d'histoire naturelle, d'où elle revient les yeux brillants d'excitation, racontant avec enthousiasme tout ce qu'elle a appris sur les fossiles et les animaux préhistoriques. Un mois après cet incident, Madame Laurent, l'institutrice de Doris, demande à s'entretenir avec Francine après la classe. Le cœur battant, craignant un problème, la grand-mère attend dans le couloir de l'école que les derniers élèves soient partis. « Madame Moreau, » commence l'enseignante une fois qu'elles sont seules, « je voulais vous parler de Doris, elle est remarquable. » Francine cligne des yeux, surprise par ce début positif. Elle apprend plus vite que la plupart des enfants de son âge. Sa compréhension des mathématiques est particulièrement impressionnante, et elle dévore les livres de la bibliothèque de classe. Un sourire fier illumine le visage fatigué de Francine. Elle a toujours aimé les histoires. Je lui lis chaque soir avant de dormir. Justement, poursuit Madame Laurent, j'ai parlé d'elle à la directrice. Il existe un programme de bourse pour les élèves brillants à l'école Sainte-Marie. C'est un établissement prestigieux, avec un excellent niveau et des classes à effectifs réduits. Doris mérite cette chance. Francine sent son cœur se serrer. Cette opportunité semble providentielle, mais elle connaît de réputation l'école Sainte-Marie. Même avec une bourse, il y aurait l'uniforme obligatoire, les transports, les fournitures spécifiques. Autant de dépenses qui dépasseraient largement sa pension mensuelle. C'est très généreux, mais je ne pense pas. Réfléchissez-y au moins, insiste Madame Laurent en lui tendant un dossier. Les inscriptions se terminent dans 2 semaines. Doris a vraiment du potentiel. Ce serait dommage de ne pas lui donner cette chance. De retour à la maison, après avoir mis Doris au lit, Francine étale les documents sur la table de la cuisine. Les chiffres dansent devant ses yeux, confirmant ses craintes. Même avec la bourse, les frais annexes restent bien trop élevés. Pourtant, l'idée que sa petite fille puisse accéder à une éducation d'excellence la fait rêver. N'est-ce pas précisément ce que les Valmont lui reprochaient de ne pouvoir offrir à Doris? Après plusieurs nuits à tourner et retourner le problème dans sa tête, Francine a une idée. Dans sa jeunesse, avant de devenir institutrice, elle a travaillé comme pâtissière. Ses navettes à la fleur d'oranger et ses fougasses sont encore réputées dans le quartier. Pourquoi ne pas mettre ce talent à profit? Le lendemain, elle se rend dans les commerces locaux avec une proposition audacieuse. Elle offre d'animer des ateliers de cuisine traditionnelle provençale en échange d'un parrainage pour les frais d'éducation de Doris. À sa grande surprise, plusieurs commerçants acceptent. Le propriétaire de l'épicerie fine qui cherche à attirer plus de clients, la librairie qui souhaite organiser des événements culturels, et même le petit office de tourisme qui veut proposer des activités authentiques aux visiteurs. Ainsi commence une nouvelle routine. 3 fois par semaine, après l'école, Francine anime des ateliers de cuisine pendant que Doris fait ses devoirs dans un coin de la salle. La grand-mère partage ses recettes, mais aussi les histoires et traditions qui les accompagnent, transformant chaque session en un voyage culturel à travers la Provence. Sa passion est contagieuse, et bientôt, ses ateliers affichent complets. Grâce à ses revenus supplémentaires, Doris peut intégrer l'école Sainte-Marie à la rentrée suivante. Son premier jour, vêtue de son uniforme bleu marine, impeccablement repassée, elle semble transformée. Plus grande, plus confiante. Francine la regarde s'éloigner dans la cour de cette école prestigieuse avec un mélange de fierté et d'appréhension. Sa petite fille pénètre dans un monde auquel elle-même n'a jamais eu accès. Elle s'adaptera, lui assure la directrice avec un sourire bienveillant. Les enfants sont incroyablement résilients. Et en effet, Doris s'épanouit dans son nouvel environnement. Ses résultats scolaires sont excellents. Elle se fait des amis. Et chaque soir, elle partage avec enthousiasme ce qu'elle a appris. Francine l'aide du mieux qu'elle peut avec ses devoirs, consultant parfois des livres à la bibliothèque municipale pour rafraîchir ses connaissances sur des sujets qu'elle n'a pas enseignés depuis longtemps. Néanmoins, de nouveaux défis se présentent. Les camarades de classe de Doris vivent dans de grandes maisons, partent en vacances à l'étranger et possèdent les derniers gadgets à la mode.
De plus en plus consciente de ces différences, Doris commence à poser des questions. Pourquoi n'avons-nous pas de voiture? Pourquoi ne partons-nous jamais en vacances loin? Francine s'efforce d'expliquer sans amertume les réalités économiques tout en valorisant les richesses non matérielles dont elle dispose. Nous n'avons pas besoin d'aller loin. Et pour découvrir des merveilles, ma chérie, regarde comme nous sommes chanceuses de vivre près de la mer, de pouvoir sentir le parfum des pins et de la lavande. Beaucoup de gens économisent toute l'année pour venir voir ce que nous avons sous nos yeux tous les jours. Ces explications suffisent pour un temps, mais Francine remarque que sa petite fille devient plus silencieuse, plus réservée à propos de sa vie scolaire. Elle soupçonne que Doris commence à ressentir la différence sociale entre elle et ses camarades aisés. Parallèlement, la santé de Francine décline lentement. Ses articulations, déjà douloureuses, deviennent franchement handicapantes. Préparer ses pâtisseries pour les ateliers est de plus en plus pénible. Mais elle serre les dents et continue, dissimulant sa douleur derrière un sourire. Doris ne doit pas s'inquiéter. Doris ne doit pas se sentir comme un fardeau. Un soir d'octobre, alors que les feuilles dorées tourbillonnent dans les rues de Marseille, Francine apprend que le grand festival gastronomique de la ville approche. Un concours culinaire y est organisé, avec à la clé une récompense substantielle pour le meilleur dessert traditionnel. Sans en parler à sa grand-mère, Doris inscrit le célèbre Tian aux pommes de Francine au concours. Lorsqu'elle découvre cette initiative, la grand-mère panique. « Mais enfin, Doris, qu'as-tu fait? Mon Tian n'est qu'une simple recette. Est familiale. Il sera ridicule face aux créations des professionnels. » À sa grande surprise, Doris se montre étonnamment mature et confiante. « Ton Tian est le meilleur dessert que j'ai jamais goûté, mamie. Quand tu le prépares, toute la maison sent la cannelle et le bonheur. Les gens doivent le découvrir. » Le jour du concours arrive, gris et pluvieux. Francine insiste pour préparer son Tian tôt le matin, afin qu'il soit encore tiède lorsque le jury le goûtera. Ses mains sont particulièrement douloureuses ce jour-là, mais elle refuse l'aide de Doris. Cette recette, transmise par sa propre grand-mère, doit être exécutée parfaitement. Lorsqu'elles arrivent au chapiteau où se déroule le concours, Francine est intimidée par le déploiement de luxe autour d'elle. Pâtissiers en toque blanche, présentations élaborées, ingrédients exotiques. Son humble Tian aux pommes, servi dans un plat en terre cuite et bréchée, semble totalement déplacé. « Viens, Doris, rentrons à la maison », murmure-t-elle en tirant doucement la manche de sa petite fille. Mais Doris reste fermement plantée devant le stand d'inscription. « Non, mamie, tu m'as appris à ne jamais abandonner. Aujourd'hui, c'est ton tour d'être courageuse. » Touchée par cette leçon que lui renvoie sa propre petite fille, Francine acquiesce et présente son Tian au jury. Elle observe avec appréhension les expressions des juges lorsqu'ils goûtent sa création. D'abord la surprise, puis quelque chose qui ressemble à de la nostalgie, et enfin, est-ce un sourire d'appréciation? La tension monte alors que les résultats sont sur le point d'être annoncés. Main dans la main, grand-mère et petite fille attendent, le cœur battant. Lorsque le nom de Francine est appelé pour la première place, Doris laisse échapper un cri de joie qui fait se retourner toute l'assemblée. Francine, elle, reste figée sur place, incapable de croire ce qu'elle vient d'entendre. Cet inattendu crochet narratif va changer leur vie. Vas-tu continuer à suivre cette histoire de grand-mère et petite-fille qui défient ensemble l'adversité? Parmi les spectateurs du concours se trouvait Antoine Dufresne, propriétaire d'une chaîne de restaurants gastronomiques à Paris. Captivé par l'authenticité et la perfection du Tian de Francine, il l'aborde après la remise des prix. « Madame Moreau, votre dessert est extraordinaire dans sa simplicité. Il a réveillé en moi des souvenirs d'enfance que je croyais perdus. J'aimerais proposer vos recettes traditionnelles dans mes établissements, avec bien sûr votre nom et une juste compensation. » Francine est abasourdie par cette proposition, mais sa prudence naturelle lui fait immédiatement poser des conditions. « Je ne quitterai pas Marseille, monsieur Dufresne. Ma petite fille est scolarisée ici. Notre vie est ici. » Le restaurateur sourit
admiratif devant cette femme qui, malgré l'opportunité financière, refuse de compromettre ce qui compte vraiment pour elle. Nous pouvons parfaitement nous adapter, Madame Moreau. Vous préparerez vos recettes dans votre cuisine, nous nous occuperons du reste. De plus, nous pouvons envisager des ateliers saisonniers dans nos restaurants, si cela vous intéresse. Les semaines suivantes sont un tourbillon d'activités. Le contrat avec les restaurants Dufresne change radicalement leur situation financière. Pour la première fois depuis des années, Francine peut respirer un peu. Elle fait réparer les volets branlants, achète un nouveau matelas pour le lit de Doris et peut même mettre de l'argent de côté pour l'avenir. Doris, désormais âgée de 10 ans, observe ces changements avec un mélange de joie et de perplexité. Un soir, alors qu'elles savourent un chocolat chaud sur leur balcon, profitant de la douceur exceptionnelle de ce soir d'automne, la petite fille pose la question qui lui trotte dans la tête depuis des jours. « Mamie, maintenant que nous avons plus d'argent, est-ce que je vais devoir aller vivre chez les grands-parents de Lyon ?» Francine manque de s'étouffer avec sa boisson. « Mais pourquoi penses-tu une chose pareille ? Parce qu'ils disaient toujours que tu ne pouvais pas bien t'occuper de moi parce que tu n'avais pas assez d'argent. Maintenant que tu en as, ils vont peut-être penser que c'est mieux que je reste avec toi. » Le cœur de Francine se serre en comprenant que, tout ce temps, Doris portait cette inquiétude. « Ma chérie, dit-elle en prenant les petites mains dans les siennes, tu n'iras nulle part. C'est toi qui choisis où tu veux vivre et tant que tu voudras rester avec moi, nous resterons ensemble. L'argent ne change rien à cela. » Le soulagement sur le visage de Doris vaut plus que tous les contrats du monde. Cette nuit-là, Francine réalise à quel point leur lien est devenu profond et solide malgré, ou peut-être grâce à, les épreuves qu'elles ont traversées. Ensemble, les mois passent, apportant une relative stabilité dans leur vie. Doris continue de briller à l'école Sainte-Marie, tandis que Francine partage son temps entre les recettes pour les restaurants Dufresne et quelques ateliers de cuisine qu'elle continue d'animer par plaisir. Pourtant, malgré cette amélioration matérielle, un nouveau défi se profile à l'horizon. À l'approche de ses 12 ans, Doris commence à s'interroger sur son identité, sur ses origines. Les Valmont, qui n'ont jamais complètement disparu du tableau, continuent d'envoyer régulièrement des cadeaux luxueux et des photos de voyages familiaux, comme pour rappeler constamment à la jeune fille ce qu'elle pourrait avoir si elle choisissait de vivre avec eux. Un après-midi pluvieux, Francine trouve Doris assise sur son lit, entourée de ses photos et cadeaux, le regard perdu dans le vague. « Qu'est-ce qui te préoccupe, ma chérie ?» demande-t-elle doucement, en s'asseyant à côté d'elle. Ignorant la douleur lancinante dans ses genoux, Doris hésite, puis demande d'une voix à peine audible « Mamie, est-ce que je suis à ma place ici ? Parfois je me demande si je ne devrais pas être avec eux, avoir une vie normale. » Cette question, pourtant prévisible, frappe Francine comme un coup au cœur. Elle a toujours craint ce moment où sa petite fille remettrait en question leur arrangement, où elle se sentirait tiraillée entre deux mondes. « Une vie normale ?» répète-t-elle doucement. « Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Doris ?» La jeune fille hausse les épaules, embarrassée. « Je ne sais pas. Une grande maison, des parents plus jeunes, des voyages pendant les vacances, comme mes amis à l'école. » Francine réfléchit soigneusement avant de répondre. « Tu sais, la normalité est différente pour chacun. Certains enfants grandissent avec leurs parents, d'autres avec leurs grands-parents, d'autres encore dans des familles recomposées. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour qui t'entoure, pas la forme qu'il prend. » Doris acquiesce silencieusement, mais Francine sent que ces mots n'ont pas complètement dissipé les doutes. Cette conversation laisse la grand-mère profondément troublée. Elle a toujours su que ce jour viendrait, mais y être confrontée est bien plus douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. Quelques jours plus tard, en rangeant une vieille armoire, Doris découvre un carton poussiéreux contenant des albums photos et des documents jaunis. Intriguée, elle commence à feuilleter ces reliques du passé. Elle y découvre une Francine qu'elle ne connaît pas, jeune, en uniforme d'infirmière, souriante au milieu d'un groupe de collègues devant un hôpital. « Mamie, tu étais infirmière ?»
demande-t-elle ce soir-là en montrant la photo à sa grand-mère. Francine soupire, surprise par cette découverte. Oui, pendant plusieurs années, avant de devenir institutrice. J'aimais beaucoup ce métier. Pourquoi as-tu arrêté? Ma mère est tombée gravement malade. Elle avait besoin de soins constants et il n'y avait personne d'autre pour s'occuper d'elle. Alors j'ai choisi de quitter mon poste pour être à ses côtés. Tu as abandonné ta carrière pour ta maman? S'étonne Doris. Ce n'était pas un abandon, ma chérie. C'était un choix. Parfois, on choisit de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour prendre soin de ceux qu'on aime. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un acte d'amour. Cette révélation change profondément la perception que Doris a de sa grand-mère. Elle découvre que Francine n'a pas toujours été cette vieille dame aux moyens limités, mais une femme qui a fait des choix courageux par amour, qui a renoncé à une carrière prometteuse pour sa famille. Cette notion de sacrifice volontaire, de dignité dans le choix, résonne profondément en elle. Les jours suivants, Doris pose de plus en plus de questions sur le passé de sa grand-mère, avide de découvrir cette facette inconnue de son histoire familiale. Francine partage volontiers ses souvenirs, heureuse de voir sa petite fille s'intéresser à ses racines. Un mois plus tard, l'école de Doris organise un concours scientifique régional. Inspiré par les techniques traditionnelles de conservation alimentaire que Francine lui a enseigné, Doris développe un projet innovant, un système de stockage alimentaire durable, inspiré des méthodes ancestrales mais adapté aux besoins modernes. Son projet remporte le premier prix et avec lui une invitation à participer à un concours national dans la capitale. Francine est folle de joie, mais rapidement, la réalité financière rattrape son enthousiasme. Malgré l'amélioration de leur situation, les frais de voyage, d'hébergement et de matériel pour le concours national représentent une somme considérable. « Ne t'inquiète pas, mamie », la rassure Doris, en voyant son expression préoccupée. Ce n'est pas si important, mais Francine connaît sa petite fille. Cette opportunité compte énormément pour elle. Déterminée à ne pas laisser l'argent faire obstacle à son avenir, elle commence discrètement à chercher des solutions. La communauté, qui a suivi l'évolution de leur situation au fil des ans, se mobilise alors de façon inattendue. Un propriétaire de l'épicerie où Francine a animé ses premiers ateliers lance une collecte. Les parents des élèves qui ont participé à ces cours de cuisine y contribuent généreusement. Même le facteur, client régulier de ces navettes à la fleur d'oranger, dépose quelques pièces dans la cagnotte. Ce soutien collectif, cette manifestation concrète de solidarité, bouleverse Francine et Doris. Elles comprennent qu'au fil des années, elles ont tissé un réseau invisible mais solide autour d'elles, une richesse que l'argent ne peut acheter. Grâce à cette mobilisation, Doris peut se rendre au concours national. Avant son départ, Francine lui offre un petit carnet relié de cuir. « Pour noter tes idées, tes impressions », explique-t-elle. Un jour, quelqu'un découvrira peut-être ce carnet comme tu as découvert celui de ta mère et y trouvera de l'inspiration. Doris embrasse sa grand-mère avec émotion, promettant d'y consigner chaque moment important de son voyage. Pendant que Doris est à Paris pour le concours, Francine prépare une petite fête pour célébrer son retour. Alors qu'elle s'active en cuisine, ignorant la douleur persistante dans ses articulations, un vertige soudain la fait chanceler. Elle tente de se retenir au comptoir, mais manque sa prise et s'effondre sur le carrelage. As-tu déjà connu quelqu'un qui, comme Francine, a tout sacrifié pour élever un enfant qui n'était pas le sien? Partage ton expérience dans les commentaires. Lorsque Doris revient triomphante du concours national, médaille autour du cou et invitation à un programme spécial de mentorat scientifique en poche, elle trouve sa grand-mère à l'hôpital et, à son grand désarroi, les Valmont dans le salon de leur petit appartement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle alarmée. « Où est mamie ?» Gilbert Valmont s'approche d'elle, son expression oscillant entre la compassion et une certaine satisfaction. « Ta grand-mère a fait un malaise. Les médecins parlent d'épuisement sévère et d'arthrite avancée. Elle est stable, mais elle aura besoin de repos et de soins. » Hélène ajoute avec une douceur calculée.
Nous sommes venus dès que nous avons appris la nouvelle. C'est peut-être le moment de reconsidérer les arrangements concernant ta garde, ma chérie. Ta grand-mère a fait de son mieux, mais à son âge, avec sa santé, elle laisse sa phrase en suspens. Mais son implication est claire. Doris, sent la colère monter en elle, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvre sur le médecin qui a pris en charge Francine. « Vous devez être Doris », dit-il avec un sourire bienveillant. « Votre grand-mère ne cesse de parler. De vous, elle va mieux et demande à vous voir. À l'hôpital, Francine apparaît fragile dans son lit blanc, mais son visage s'illumine lorsqu'elle aperçoit sa petite fille. « Ma chérie, comment s'est passé ton concours ?» Ignorant sa propre situation, elle veut tout savoir de l'expérience, de Doris. Cette attitude désintéressée, ce souci constant du bien-être de l'autre avant le sien, touche profondément la jeune fille. Après avoir partagé ses succès et écouté les recommandations médicales, repos complet pendant plusieurs semaines, traitement pour l'arthrite, Doris prend la main de sa grand-mère. « Les Valmont sont à la maison », annonce-t-elle, doucement. Il parle de changer les arrangements de garde. Francine ferme brièvement les yeux comme pour rassembler ses forces. « Je m'y attendais. Mais n'oublie pas, Doris, c'est ta vie, ton choix. Quelle que soit ta décision, je la respecterai. » De retour à l'appartement, Doris trouve les Valmont en train d'examiner des papiers légaux. Son cœur se serre, en comprenant qu'il prépare déjà une demande de garde. « J'aimerais organiser une réunion de famille », annonce-t-elle avec une assurance qui surprend les adultes présents. « Demain, à l'hôpital, avec mamie, nous devons tous discuter de la situation ensemble. » Le lendemain, dans la petite chambre d'hôpital, un tableau inhabituel se présente. Francine dans son lit, les Valmont raides et mal à l'aise sur des chaises inconfortables, et Doris, debout entre eux, étrangement posée pour ses 12 ans. « J'ai beaucoup réfléchi, commence-t-elle, et j'ai quelque chose à dire. » Elle se tourne d'abord vers les Valmont. « Grand-père, grand-mère, je sais que vous voulez ce qu'il y a de mieux pour moi, et je vous en remercie. Vous avez des ressources que mamie n'a pas, c'est vrai. » Puis, elle regarde Francine avec tendresse. « Mais mamie m'a appris quelque chose de plus précieux que l'argent. Elle m'a montré que la vraie richesse se trouve dans les liens que nous tissons, dans le courage face à l'adversité, dans la créativité qui transforme peu en beaucoup. » Ma chère enfant, intervient Gilberte. « Nous comprenons ton attachement à ta grand-mère, mais les réalités pratiques, l'interrompt Doris avec une politesse ferme. C'est que mon projet a attiré l'attention d'une organisation de développement durable. Ils m'offrent une bourse d'études et proposent à mamie un poste de consultante pour les techniques traditionnelles de conservation alimentaire. » Cette révélation laisse tout le monde stupéfait, y compris Francine. « C'est une opportunité qui nous permettrait de rester ensemble tout en assurant notre avenir financier. » Poursuit Doris. « De plus, j'ai réfléchi à une autre solution. Si mamie a besoin d'aide pendant sa convalescence, pourquoi ne pas collaborer plutôt que de s'opposer? Vous pourriez nous aider temporairement, sans qu'il soit nécessaire. De changer les arrangements de garde. » Les Valmont échangent un regard surpris. Cette proposition mature et réfléchie les prend au dépourvu. « Si vous tenez vraiment à mon bien-être, » conclut Doris, « vous comprendrez que mon bonheur est ici, avec mamie, dans la vie que nous avons construite ensemble. Mais j'aimerais aussi vous connaître mieux, avoir une relation avec vous, à mes conditions. » Après un long silence, Hélène est la première à parler. « Tu as beaucoup de ta mère en toi, Doris. Cette même détermination, cette même clarté d'esprit. » Gilbert hoche lentement la tête. « Nous avons peut-être sous-estimé ce que Francine t'a apporté. » Ce moment marque un tournant décisif dans leur relation. Les Valmont, reconnaissant enfin la valeur de l'éducation que Francine a donnée, à Doris proposent une trêve. Au lieu de se battre pour la garde, ils offrent leur soutien, une aide ménagère pendant la convalescence de Francine, des visites régulières pendant les vacances scolaires, une contribution aux frais d'éducation de Doris. Les mois qui suivent sont une période d'adaptation et de guérison. Francine récupère lentement,
soutenu par les visites quotidiennes de Doris qui, après l'école, vient lui raconter sa journée et faire ses devoirs à son chevet. La relation avec les Valmont évolue vers une forme de respect mutuel, chacun reconnaissant la place unique qu'il occupe dans la vie de Doris. Une après-midi de printemps, alors que Francine, désormais rétablie, et Doris savourent teintés sur leur balcon fleuri, la jeune fille sort un petit paquet de son sac d'école. « J'ai quelque chose pour toi, mamie », dit-elle avec un sourire mystérieux. Lorsque Francine ouvre la boîte, son souffle se coupe. À l'intérieur repose son alliance, celle qu'elle avait vendue des années auparavant pour réparer le toit et payer les fournitures scolaires. « Comment ?» murmure-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai mené mon enquête », explique Doris fièrement. « J'ai retrouvé le bijoutier à qui tu l'avais vendu. Il l'avait gardée tout ce temps, sans jamais la mettre en vente. Il disait qu'il avait senti combien elle comptait pour toi. J'ai économisé pendant des mois pour la racheter. » Francine passe l'anneau à son doigt, où il retrouve sa place comme s'il ne l'avait jamais quitté. « Tu savais pour le toit ?»« Je l'ai toujours su, » sourit Doris. « Tu n'as jamais été très douée pour mentir, mamie. » Elles éclatent de rire, ce rire complice qui a accompagné leurs moments les plus difficiles comme leur plus grande joie. L'année suivante, Doris est choisie pour prononcer le discours des finissants de son école. Debout sur l'estrade, face à une salle comble où se trouvent Francine, les Valmont et toute la communauté qui les a soutenus, elle parle avec une éloquence qui va droit au cœur de chacun. « On m'a souvent demandé comment j'ai réussi à m'épanouir, malgré des circonstances que certains jugeaient défavorables. La vérité, c'est que je n'ai jamais manqué de l'essentiel. Ma grand-mère m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas aux chiffres d'un compte en banque, mais à la quantité d'amour que l'on donne aux autres. Elle m'a élevé avec des poches vides, mais a rempli mon cœur de trésors qu'aucun argent ne pourrait acheter. » L'assemblée se lève dans une ovation spontanée, tandis que Francine, les joues ruisselantes de larmes, réalise que malgré toutes ses craintes et ses limitations, elle a réussi à élever une jeune femme extraordinaire. L'histoire se termine sur l'image de Francine et Doris, assises sur le banc de leur balcon, contemplant le coucher de soleil, sur la même mer qui a été témoin de leurs jours les plus difficiles. Entre elles, un nouveau carnet ouvert, où elles consignent leurs projets d'avenir, les études de Doris, les recettes que Francine souhaite encore transmettre, les voyages qu'elles feront ensemble. Leur parcours rappelle une vérité universelle. L'amour et la détermination peuvent surmonter les circonstances les plus difficiles. Et parfois, les plus grands trésors se cachent dans les vies les plus simples. Félicitations, tape 9. Dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé. Et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.